France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Les super ou les hypermarchés devront baisser leur prix de 3% d'ici 3 mois et ouvrir leurs portes aux PME. C'est l'ultimatum de Nicolas Sarkozy aux industriels et aux distributeurs réunis aujourd'hui à Bercy. Le ministre de l'économie veut remettre à plat la question des marges et des relations avec les fournisseurs. Les commémorations du débarquement, George Bush a quitté les États-Unis pour l'Europe. Juste avant, il a annoncé la démission du directeur de la CIA, George Tenet. La centrale de renseignement avait été mise en cause à propos des armes de destruction massive introuvables en Irak. Les chiffres du bac 2004, il y aura 623 386 candidats cette année, soit un peu moins que l'an passé. Seuls les bacs professionnels sont à la hausse. Le plus jeune candidat a 14 ans, le doyen 81 ans. Un espoir pour les diabétiques, une expérience de greffe de cellules a été menée avec succès sur un patient. Un an après, il n'a plus besoin d'injection d'insuline. Un Canadair géant testé aux États-Unis. Il s'agit en fait d'un Boeing 747 remodelé qui peut embarquer 15 fois plus d'eau ou de retardant qu'un appareil traditionnel. Les pompiers français sont sceptiques. Enfin, une finale féminine 100% russe à Roland-Garros. Elena Dementieva rencontrera Anastasia Miskina qui a battu tout à l'heure Jennifer Capriati. Pour commencer, donc la question des prix des biens de grande consommation. Ils sont trop élevés, plus élevés en tout cas que chez nos voisins. C'est le constat de Nicolas Sarkozy qui recevait les industriels et les distributeurs. Il demande une baisse de 3% d'ici septembre et une remise à plat du système des marges et des relations avec les fournisseurs. Peggy Leroy, Céline Crespi. Les journées d'Angélique et Thierry Delahaye sont bien remplies. Ce couple de marchés est en pleine période de récolte des salades. Dans quelques jours, elles ne seront plus bonnes. Mais l'ambiance est morose. Alors que chaque salade coûte 20 à 25 centimes d'euros à la production, elles n'ont été vendues que 18 centimes d'euros aux grossistes. Il aurait fallu que je vende ma salade 30 centimes. Je l'ai vendue 18 à 20, donc j'ai perdu entre 10 et 12 centimes par tête de salade. J'espère que ces centimes-là, les consommateurs vont en bénéficier. Eh bien non, puisqu'au supermarché le plus proche, la salade est vendue 70 centimes d'euros, soit 3 fois plus cher que le prix de vente des Delahaye. À qui la faute? C'est la grande distribution qui est montrée du doigt. En voici ses représentants, Michel-Édouard Leclerc, plaisantant avec les directeurs de Carrefour et d'Auchan. Ils ont l'air détendus et pourtant c'est surtout à eux que Nicolas Sarkozy est venu demander des efforts. Le ministre veut une baisse des prix de 3% dès septembre 2004. Mais de leur côté, les distributeurs reportent la faute des prix élevés sur les grandes marques. Nous avons dit nous-mêmes que certains prix augmentaient fortement. D'ailleurs, les consommateurs s'en étaient rendus compte, puisqu'ils se sont beaucoup reportés sur d'autres produits. Ils ont acheté chez nous beaucoup de marques de distributeurs, des premiers prix, ils ont quelquefois changé de magasin. Voilà, c'est la compétition, c'est la concurrence, et il faut que les grandes marques, qui jouent un rôle important dans l'image psychologique des Français, puissent être le plus compétitifs possible. Grandes surfaces et industriels ont maintenant 15 jours pour se mettre d'accord sur les moyens pour faire baisser les prix. Nicolas Sarkozy demande également aux hypermarchés de faire une meilleure place aux PME. En échange, ils auraient le droit de s'agrandir. Puisqu'on évoque les prix, sachez que les pays de l'OPEP se sont mis d'accord aujourd'hui pour éviter un nouveau choc pétrolier. Le plafond de la production sera augmenté de 2 millions de barils par jour dès le 1er juillet, une hausse de 9%. Information immédiatement prise en compte par les courtiers sur ce marché très spéculatif. Le baril est repassé sous les 39 $. Il était à plus de 42, rappelons-le, il y a quelques jours encore. Et ce niveau très élevé depuis quelques semaines a des conséquences immédiates pour les marins-pêcheurs, par exemple. Depuis hier, ils bloquent partiellement le port de Sète pour protester contre l'envolée des prix du gazole. Sur place, Jean Brun et Cyril Paquet. Un par un, chaque patron amarre son bateau devant la capitainerie à son retour de pêche. Dans une heure, plus aucun mouvement ne sera possible dans le port de Sète. La raison de la grogne, la forte augmentation du prix du pétrole, accompagnée d'une chute de 25% du volume de poissons. Il y a des mauvaises situations, on travaille juste pour payer les frais. Voilà, les frais de gasoil et de rôle d'équipage. À la fin de la semaine, les marins gagnent pratiquement rien. Vous travaillerez, vous, 17 heures par jour pour rien gagner? À la fin de la semaine? En Méditerranée, les pêcheurs doivent chercher le poisson à plus de 200 km de leur port d'attache, d'où une consommation d'environ 2000 litres de gasoil par jour. Un carburant déjà détaxé qu'il paie 31 centimes le litre. Aujourd'hui, le gasoil représente 30% des charges des pêcheurs. Pour s'en sortir, ils attendent un geste fort du gouvernement, sinon... Nous allons durcir les mouvements. C'est pour ça que nous avons une réunion ce soir, pour éventuellement, si nous n'avons pas de réponse, pour durcir les mouvements. C'est-à-dire blocus total. Depuis 19 h, les patrons pêcheurs de Méditerranée sont réunis à Sète. Ils appellent à l'extension du mouvement.
Justice en bref, avec d'abord la suite du procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau. L'impression de malaise a été renforcée aujourd'hui avec le témoignage difficile de deux fillettes. Elles ont décrit partiellement des viols et des attouchements. Et puis un jeune garçon n'a mis en cause que son père, entendu à huis clos. Il s'agit de l'huissier Maréco qui a fait partie des 17 accusés en liberté. L'audition s'est donc déroulée à huis clos total. La déposition des experts psychologues est très attendue. Ce sera demain vendredi. La mise en examen d'Abdelkader Bouziane, l'imam de Vénissieux, pour complicité d'apologie de crime. Il avait été convoqué par le juge ce matin, quelques jours après son retour en France. Rappelons que dans une interview au mensuel Lyon Mag, il avait justifié le châtiment des femmes adultères. Moins de candidats à l'épreuve générale, mais davantage pour le bac pro. C'est le principal enseignement des chiffres du baccalauréat 2004. Ils ont été annoncés tout à l'heure par le ministre de l'Éducation, François Fillon. Les épreuves, rappelons-le, commencent jeudi prochain. François-Julien Piednoir, Bernard Puissessot. Il y aura moins de copies à corriger cette année. Les candidats au baccalauréat 2004 sont un peu moins nombreux. 623 387 inscrits, c'est 3 500 en moins que la promotion 2003. Le baccalauréat général séduit encore le plus de candidats, 51%, mais ils sont chaque année plus nombreux à se présenter au bac technologique, 30%, et au bac professionnel, 19%. C'est une progression que je veux saluer. C'est un signe encourageant pour le regard que portent les jeunes sur le débouché de ces formations et sur le sérieux qu'elles inspirent aux acteurs du monde professionnel. Le bac, c'est aussi une grosse machine. 4 millions de copies à corriger pour près de 4 000 sujets préparés. Il faut aussi du personnel, 130 000 examinateurs et correcteurs. Coût total du bac, 38 millions d'euros selon le ministère de l'Éducation nationale. C'est le prix à payer pour faire passer dès la semaine prochaine tous les candidats qui auront cette année de 14 à 81 ans. Et ce bac aura un goût singulier pour les élèves d'un minuscule lycée. Il se trouve à Sénart, près de Paris. Signe particulier, ils sont tous des décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'école en situation d'échec à 15, 16 ou 18 ans. Des années plus tard, ils tentent d'obtenir le diplôme. Reportage Claude Poznanski, Mathieu Bierden. Corentin, 20 ans, après avoir redoublé 2 fois sa première S, a arrêté ses études pendant 2 ans pour aller travailler en usine. Cette expérience, ça m'a beaucoup servi parce que j'avais des opportunités de poste que je ne pouvais pas avoir du fait de mon manque de diplôme. Donc c'est ça qui m'a remotivé à retourner à l'école et à reprendre un cycle scolaire. Tous ces élèves de terminale ont quitté pendant 1, 2 ou 3 ans l'école. Problèmes familiaux, mauvaise orientation et même inadaptation pour enfants surdoués, tous les motifs sont invoqués. Aujourd'hui, s'ils retournent dans ce lycée expérimental de la région parisienne, ils le font de leur propre volonté et bien décidés à tout faire pour décrocher leur bac. Pour le transformer en bilan fonctionnel, on essaye d'y créer un cadre dans lequel les jeunes se sentent à nouveau remis en confiance pour pouvoir se reconfronter au baccalauréat, quand ils s'y sont déjà confrontés. La méthode est originale. Chaque semaine, réunion du conseil où enseignants et lycéens font le bilan. Petit groupe de 10 élèves par classe, professeurs tuteurs qui servent aussi de confidents et enseignement très individualisé. Ici, c'est vraiment beaucoup d'aide, beaucoup de motivation parce que les profs ils sont toujours en train vraiment de te motiver. On va dire que c'est vraiment quasiment du cas par cas. Si j'ai une question à poser, quand on est 30 dans une classe, on n'a pas forcément envie de la poser. Et tandis que là, si je la pose, je sais que la prof peut passer une heure à me réexpliquer tout le cours si je ne l'ai pas compris. Et ça marche. Avec 65% de taux de réussite au bac la première année, on atteint 82% pour les élèves qui passent leur examen en 2 ou 3 ans. Les commémorations du débarquement, George Bush a quitté le sol américain tout à l'heure pour se rendre en Europe et assister aux cérémonies en compagnie de son épouse. Première étape, l'Italie de Silvio Berlusconi, l'un de ses alliés dans la guerre en Irak. George Bush rencontrera également le pape avant de gagner Paris dans la journée de samedi. Et cette visite, vous allez le voir, provoque des sentiments contrastés. Bien sûr, il s'agit d'accueillir l'héritier des héros du débarquement qui ont payé de leur vie la libération de l'Europe. Mais George Bush est aussi l'homme de la guerre en Irak. Alors faut-il oublier les divisions pour commémorer le jour J? Réaction recueillie par Alexandre Cara et Diane Richard. C'était la première poignée de main entre les deux hommes après le conflit irakien. C'était il y a 1 an, presque jour pour jour. Depuis, l'Irak est toujours un sujet de divergence, mais officiellement, entre les deux présidents, tout va bien. Moi, je n'ai jamais été fâché avec le président des États-Unis et je n'ai jamais eu le sentiment, dans mes relations avec lui, qu'il était fâché
avec moi. Nous avons une divergence de vue, c'est très bien, c'est normal. Dans la majorité, même tonalité, aux allures de cessez-le-feu diplomatique pour cause de mémoire. Jacques Baumel, ancien résistant, veut d'abord se souvenir. Je crois qu'on veut accueillir le représentant d'un pays qui a sacrifié des dizaines de milliers de ses jeunes soldats pour libérer l'Europe et notamment la France. À gauche, le PS ne conteste pas la venue de George Bush. Mais François Hollande a écrit au président américain pour lui rappeler que les idéaux des combattants de 1944 sont bien éloignés de ceux de la guerre en Irak. Les valeurs qui ont été celles que nous avons partagées pendant des décennies et qui se sont à ce point défendues au moment de la Seconde Guerre mondiale, il faut les proclamer encore aujourd'hui, y compris par rapport à la question de l'Irak. En revanche, les Verts ne veulent pas que l'hommage à l'Amérique les empêche de manifester contre son président. Je suis d'accord aussi pour qu'on manifeste contre George Bush, non pas pour sa venue pour le débarquement, mais parce que George Bush représente aussi la guerre en Irak et on peut contester ce qu'ils font là-bas. Hier, George Bush comparait la Seconde Guerre mondiale et le conflit irakien. Si le président américain réitérait ce parallèle en France, il pourrait provoquer quelques remous. Et à Sainte-Marie-de-Mont, dans la Manche, l'histoire croise le présent. Il y a 60 ans, les parachutistes de la 101e division aéroportée américaine avaient été les premiers à sauter sur la France. La 101e existe toujours et certains de ses membres étaient en visite aujourd'hui sur place. Signe particulier, ils étaient en Irak il y a quelques mois encore. Nicolas Lemarinier, Édouard Perrin. Photo souvenir pour les parachutistes de la 101e division Airborne. Il y a 60 ans, leurs illustres prédécesseurs ont sauté sur la région de Sainte-Mère-Église. C'était le coup d'envoi du débarquement. Pour leurs successeurs, la Normandie, c'est un joli coin de verdure. Eux combattent en Afghanistan, en Irak. Mais ils sont d'accord avec leur président, à 60 ans d'écart, l'esprit est le même. Le point commun, c'est de combattre la tyrannie, sauf que là, ce n'est pas une nation, mais un groupe de terroristes qui menacent notre mode de vie. Pas seulement celui des Américains, mais celui du monde entier. Un demi-siècle plus tard, les petits-enfants viennent toujours réclamer des friandises aux soldats américains. Les adultes, eux, sont reconnaissants, mais la politique étrangère américaine fait moins l'unanimité qu'auparavant et le discours est plus nuancé. Même si on est en droit de porter le jugement que l'on veut et que l'on peut, mais je crois que ce sont des hommes qui sont dignes de représenter leur pays. Ce sont de grands hommes. Et ces hommes de la 101e viennent également sur les traces de leurs prédécesseurs pour mieux comprendre leur technique. Ce qui a échoué, ce qui a réussi. C'est leur héritage qu'ils retrouvent ici. Une histoire définitivement ancrée dans celle de la Normandie. Alors voilà pour l'état d'esprit en France. Voyons maintenant dans quelles dispositions le président américain aborde cette visite. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct de Washington. C'est un George Bush plutôt la tête haute qui va arriver en Europe. Oui, je dirais que George Bush est même presque euphorique, en tout cas très remonté. En fait, c'est la constitution finalement assez facile d'un gouvernement transitoire en Irak qui lui a redonné le moral comme s'il entrevoyait maintenant enfin le bout du tunnel, le bout de ce cauchemar irakien. Alors donc, George Bush est très combatif, il est déjà décidé à se réconcilier avec tout le monde, même avec les Français avec lesquels, dit-il, il n'a du reste jamais été fâché. Ça tombe bien, Jacques Chirac disait tout à l'heure exactement la même chose. Et dans cette euphorie, il a été jusqu'à comparer la guerre d'Irak avec la Deuxième Guerre mondiale, et là, ça ne fait pas l'unanimité. Il s'est pris en particulier un violent tacle ce matin à la télévision avec un téléspectateur qui disait « Si les deux guerres sont comparables, alors on n'aurait pas débarqué en Normandie, mais on aurait envahi, par exemple, la Norvège. » Et juste avant d'embarquer, George Bush a annoncé lui-même, Alain, la démission du directeur de la CIA, George Tenet. Faut-il y voir un signal politique ? Oui, bien sûr, c'est cette volonté de tourner la page, d'ouvrir un nouveau chapitre. George Tenet, c'est la polémique sur les armes de destruction massive. Ce sont ces vilaines images des interrogatoires de la prison d'Abu Ghraib avec le chef espion qui s'en va. C'est une nouvelle histoire qui commence, on peut du moins l'espérer.
Merci Alain. Et à propos de l'Irak, notez ce soir, à suivre dans Envoyé spécial, ce reportage. Une équipe a vécu plusieurs jours avec le 7e régiment de Marines, des soldats de 20 ans confrontés à une résistance de plus en plus dure. Envoyé spécial à 21h10 avec Françoise Joly et Guylaine Chenu. En bref, encore à l'étranger, Médecins sans frontières suspend toutes ses activités en Afghanistan. 5 employés de l'association, dont une Belge, un Néerlandais et un Norvégien, ont été tués dans une embuscade sur une route au nord-ouest du pays. La campagne des européennes qui a toujours du mal à démarrer selon un sondage Sofres pour Le Monde, RTL et LCI. 65% des Français se disent peu ou pas intéressés. Image de Valéry Giscard d'Estaing qui veut convaincre. Il faisait face aujourd'hui à des étudiants de toutes nationalités réunis à la Maison de l'Europe à Paris pour expliquer la Constitution européenne, toujours en débat, vous le savez. On s'interroge souvent sur ces enjeux européens. Eh bien voici l'un des aspects du pouvoir de l'Union, les subventions. Elles visent en priorité à aider les régions pauvres, mais elles viennent aussi aider les initiatives culturelles ou universitaires, entre autres. À La Rochelle, par exemple, une visite de la ville permet de constater à quel point les financements européens ont permis de nombreuses réalisations. Pauline Revenat, Bernie Mérieux. Dans cette rue piétonne, un pavé sur 5 est financé par l'Europe. La Rochelle, il y a 20 ans, a été l'une des premières villes à bénéficier de fonds européens. Le recours à l'Europe était peu courant et La Rochelle avait ses raisons. Il ne faut pas oublier que si l'Europe nous a accompagnés, c'est parce que nous avions à l'époque plus de difficultés que d'autres compte tenu d'une industrie qui était en pleine restructuration. Aujourd'hui, visiter la ville, c'est comme consulter le guide des investissements européens. Vous avez ici notamment la place de Verdun avec tous ces aménagements de surface, le parking souterrain et la rue Gargoulot que vous voyez ici. Il faut savoir que ces aménagements sont financés à hauteur de 15 à 25%. L'université de La Rochelle, sortie de terre en moins de 10 ans, 37% de subventions européennes. La médiathèque, le musée maritime, l'ancienne criée du port transformée en centre de congrès, contribution de l'Europe, 30%. La Commission européenne retient des projets dans le domaine de la formation et de la recherche, de l'environnement et du tourisme. Mais les financements peuvent s'interrompre. À 30 km de La Rochelle, à Rochefort, la manne européenne s'est tarie. Le chantier de l'Hermione, réplique d'un galion du XVIIIe siècle, a reçu l'équivalent de 450 000 € il y a 10 ans. Mais dans l'Union européenne, les projets fleurissent, la concurrence est rude et l'Hermione doit maintenant se passer de l'Europe. Nous recevons environ 240 000 visiteurs par an qui contribuent à la construction de ce bateau. Mais c'est vrai que des fonds européens nous permettraient d'aller un petit peu plus loin. Et nous avons d'ailleurs un dossier que nous comptons déposer prochainement. Si elle reçoit de nouvelles subventions, l'Hermione projette de traverser les mers jusqu'en Amérique, avec en haut du mât le pavillon européen. En bref, la mairie de Marseille annonce que le projet de grande mosquée n'est plus à l'ordre du jour. Après 3 ans d'atermoiement, la municipalité indique qu'elle est confrontée aux divisions de la communauté musulmane et qu'elle préfère maintenant favoriser des projets de proximité. Un institut culturel arabo-musulman verra en revanche le jour. Un nouveau rebondissement, encore un, dans l'affaire du mariage homosexuel qui doit être célébré samedi prochain à Bègles. À son tour, le procureur de la République lance un avertissement à Noël Mamère. Pour lui, ce mariage ne peut avoir lieu car le couple aurait donné une adresse fictive. Explication avec Anne Guéry et David Bazier. Les futurs mariés vivent-ils ici à Bègles, oui ou non? Pour ce voisin, pas de doute. Ils se sont mis au vert à Marseille, mais ils résident bien dans cet immeuble. C'est ceux qui vont se marier là? Ouais. À votre connaissance, ils ont habité ici? Ben, normalement, ils habitent au 2e. Ouais. Je maintiens, en l'état actuel de mes informations, ma décision de procéder à ce mariage le 5 juin. Je n'ai rien à ajouter. Si vous voulez Noël Mamère persiste et signe. Et pourtant, selon le procureur, l'adresse déclarée par Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin, les 2 candidats au mariage, serait fictive. Dans une lettre adressée aujourd'hui à Noël Mamère, le procureur de Bordeaux avertit le maire de Bègles qu'il n'a pas la compétence territoriale pour célébrer le mariage de samedi. C'est un avertissement à peine déguisé, relayé aujourd'hui par le ministre de la Justice. Si Noël Mamère célèbre malgré tout ce mariage, il y aura là un motif d'annulation devant un tribunal. Monsieur Mamère, officier d'état civil, donc agent de l'État dans cette affaire, prend le risque d'enfreindre la loi. Semble-t-il d'ailleurs de 2 façons. D'une part parce qu'il compte marier des personnes de même sexe, contrairement à ce que dit la loi. Et par ailleurs, le procureur de la République vient de me faire savoir qu'il n'est pas territorialement compétent car ces 2 personnes, semble-t-il, n'habitent pas la commune de Bègles.
Si effectivement l'adresse est fausse, le mariage sera de toute façon annulé. Quant à Noël Mamère, s'il outrepasse les recommandations du procureur, il serait à coup sûr hors la loi. Avant 15 ans révolus, il est clair qu'un maire qui célébrerait un mariage homosexuel s'expose à des sanctions, c'est évident. Noël Mamère risque au civil une amende de 4,50 € s'il célèbre le mariage malgré l'opposition du parquet. Et au pénal, il encourt également une contravention de 1 500 €. Autre sanction envisagée, une suspension en tant que maire et au pire, une révocation. C'est peut-être ce qui a fait reculer le maire de Marseillan dans l'Hérault. Il devait marier un couple d'homosexuels le 19 juin, mais cette union n'aura pas lieu. Le maire socialiste hier a déclaré forfait. Un espoir, je vous le disais, pour les diabétiques. Une expérience de greffe de cellules a été menée avec succès sur un patient atteint d'une forme prononcée de la maladie. 1 an après, il n'a plus besoin d'injection d'insuline. À Tourcoing, reportage Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Michel, 43 ans, il est ce qu'on appelle un diabétique sévère de type 1. Son corps est incapable de fabriquer tout seul l'insuline indispensable pour une bonne utilisation du sucre dans l'organisme. Depuis 30 ans, il est obligé de manger à heure fixe et de se faire 4 à 5 piqûres d'insuline par jour, une vie entière à se surveiller. Avant, j'étais obligé d'arrêter entre deux pour faire mes contrôles et puis bien souvent prendre un sucre pour continuer parce que ça descendait trop bas ou avec l'activité, tout ça. Aujourd'hui, fini l'angoisse du manque de sucre. Il y a 1 an, Michel a subi pour la première fois en France une transplantation de cellules de pancréas. Cette approche thérapeutique, c'est donc de remplacer l'insuline artificiellement injectée à l'aide de piqûres pour les patients par des cellules qui sont capables en temps réel d'adapter la sécrétion d'insuline qu'elles délivrent aux patients à la glycémie. Les cellules, appelées îlots, sont prélevées sur le pancréas d'un donneur en état de mort cérébrale et réinjectées dans le foie du receveur où elles viendront se fixer pour sécréter l'insuline. Si la technique est au point depuis une dizaine d'années, ce qui manquait c'est un traitement anti-rejet. Aujourd'hui la thérapeutique est lourde, mais les bénéfices indéniables. Le premier bénéfice c'est d'éviter la progression des complications, de voir disparaître les hypoglycémies qui sont souvent une très grosse crainte pour les patients. Et enfin, d'arrêter l'insuline. Cette thérapeutique est encore expérimentale et ne concerne que les cas les plus lourds. Ça n'est donc pas le remède miracle au diabète, mais pour Michel, c'est une nouvelle vie. En fait, j'ai l'impression d'être retourné une trentaine d'années en arrière, quoi. Je veux dire, la vie que j'aurais toujours dû avoir. Reste une incertitude de taille avec laquelle aussi il faut vivre. Combien de temps tiendra la greffe ? Des nouvelles du Bugalet-Braise, ce chalutier qui avait coulé entraînant la mort de 5 marins pêcheurs. Eh bien, il devrait être remonté à la surface d'ici à la fin du mois. Les préparatifs du renflouement sont en cours. Ce serait donc d'ici une quinzaine de jours environ. On revient maintenant aux cérémonies du débarquement avec cet instant émouvant aujourd'hui. Un bateau de la marine française a emmené 3 vétérans américains à l'endroit même où leur navire avait été coulé le 6 juin 1944. Reportage Julia Delage, Philippe Turpot. Lentement, ils glissent vers leur passé. Au bout, le souvenir de leur bateau, l'USS Cory, coulé par l'armée allemande le 6 juin 1944. Pour l'un d'entre eux, c'est la première fois depuis 60 ans qu'il revoit les eaux qui ont englouti ses amis. J'ai perdu des amis il y a 60 ans. Je n'oublierai jamais. Le matin du jour J, l'USS Cory avait pour mission de protéger les barges d'assaut. Mais vers 6h30, le destroyer heurte une mine. J'étais dans la salle des machines de l'USS Cory quand ils nous ont tiré dessus. Et je vous jure, j'ai vraiment cru que ma dernière heure est arrivée. À la merci des batteries côtières allemandes, l'USS Cory sombre en portant 22 soldats américains. Le grand-père de Barbara n'a jamais été retrouvé. Être là où il était, ça me submerge d'émotions. Et ça me rend triste aussi de ne jamais l'avoir connu. L'hymne américain et la Marseillaise réunis en mer, un symbole fort pour ces 3 vétérans. Ils seront tous aux commémorations de dimanche à Arromanches.
Ouais, depuis plusieurs semaines maintenant, nous évoquons ces cérémonies, nous évoquons le débarquement. Voici tout simplement, en quelques minutes, comment cette journée du 6 juin 1944 s'est déroulée. Et voici du point de vue des civils, comment on la raconte aujourd'hui. Récit Loïc Delamornay, Jean-Marie Lecartier. Je venais de me coucher et puis au bout d'une demi-heure, j'entends un ronflement d'avion. Alors là, ça a été la vague d'avion. Parachutistes et en voilà. Le premier que j'ai vu, il était 22h30. C'était la pleine lune. C'est peut-être pour ça que les Normands n'arrivaient pas à s'endormir. C'est surtout pour ça que les Alliés avaient choisi cette nuit-là. Ils les voyaient tomber ici, et ils tombaient dans le champ à côté à 20 mètres de là, Ils avaient un parachute bariolé pour eux, un parachute vert pour les provisions, un parachute rouge pour les munitions. Au cœur de la nuit, les 23 000 hommes des troupes aéroportées atterrissent en silence, en parachute ou en planeur. Voilà la tâche qu'il y avait entre les planeurs et les avions qui les remorquaient, en principe des C-47. Il y en avait un ici derrière, et les autres qui étaient des plus petits dans le champ juste de l'autre côté là. Et plusieurs se sont pris dans les arbres et ont culbuté, et presque tous les occupants ont été tués dans leur chute. Cette semaine-là, en mer, la tempête est annoncée, ce qui écarte pour les Allemands la crainte d'un débarquement. Mais l'officier météo britannique Stagg avait prédit une légère accalmie au petit matin du 6, banco. 6h30, près de 6000 navires lâchent 175 000 hommes sur les 5 plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Ils sont ensuite arrivés ici et ils se sont trouvés donc face à ces blocos et à tous les Allemands qui se trouvaient là-haut. À Omaha, les bombardements préalables n'ont pas été efficaces. Les tanks coulent, les hommes se noient, les survivants sont fauchés par les mitrailleuses allemandes. Cette Omaha la sanglante, 3000 morts. Ailleurs, cela passe mieux. À Gold Beach, lieu capital pour implanter le futur port artificiel, Arromanches est libéré par les soldats anglais. Je me souviens, il y en avait un, ils avaient comme glace, au lieu d'être une glace en verre, c'était une petite glace en métal qu'il avait dans la poche de son blouson. Et il nous l'a montré parce qu'elle était toute tordue, parce qu'il avait une balle qui avait ricoché dessus. Alors donc il avait eu de la chance. L'arrivée des GI, la libération, Georgette a tout vu des hauteurs de sa maison. Elle a vu beaucoup de sang, mais en ces temps de guerre, elle a aussi vu la plus improbable des lueurs d'espoir. D'un côté, il y avait l'Allemand qui descendait et l'Américain qui montait. Et à un moment donné, c'est là que ma grand-mère a crié « Mon Dieu, ils vont se tuer ». Mais le hasard a voulu qu'ils se lèvent au même moment. Et là, ils ne se sont pas tués, ça a duré quelques secondes, ils se sont regardés, ils se sont rapidement serrés la main, ils ont continué chacun de leur côté. Ils étaient jeunes, que voulez-vous, ce ne sont pas ceux qui veulent la guerre qui la font, il ne faut pas l'oublier. Et rappelons que pour la première fois depuis 60 ans, les célébrations réuniront les ennemis d'autrefois avec la participation du chancelier allemand Gerhard Schröder. La délinquance, elle continue à baisser en France, si l'on en croit les statistiques. Moins 10,25% au mois de mai par rapport au même mois l'an passé. Cela représente 35 000 victimes de moins, indique le ministère de l'Intérieur. La délinquance qui est l'affaire de tous. Et il y a 2 ans et demi, un collectif contre les dealers et les consommateurs de crack s'était créé dans un quartier du 19e arrondissement de Paris. Des pères de famille en majorité qui ont commencé à faire des rondes pour parler aux toxicomanes. Une expérience courageuse qui a porté ses fruits, en partie en tout cas. Stéphanie Davogno, Philippe Mugerin. Quartier Stalingrad, à Paris. Sur les trottoirs, les dealers, les toxicomanes ont presque disparu. Un résultat obtenu notamment grâce au collectif anti-crack dont Jean-Luc Saget faisait partie. Pourtant aujourd'hui, ce père de famille sait que les trafiquants ne sont pas très loin. C'est vrai que ça va quand même mieux qu'avant, mais le problème pour autant n'est pas résolu parce que s'ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs, ils sont dans le nord-est parisien comme on dit, donc ça ne change rien. Ce squat était le supermarché du crack du quartier. Le collectif vit sa fermeture comme une victoire. Et pourtant, quand il a été créé en septembre 2001, personne n'y croit. Quelques pères de famille qui affichent leur ras-le-bol.
Le collectif prétend débarrasser le quartier des dealers. La police va faire son travail. Vous êtes des cinglés. Certains habitants les accusent de vouloir former une milice. La police, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est un problème de société. Les drogués, on les soigne d'une autre manière qu'en braillant dans la rue. Un malentendu. Les pères du 19e veulent aussi dialoguer avec les toxicomanes. Alors la démarche intrigue les médias. Le collectif anti-crack est même à la mode. Le toxicomane, vous savez, c'est un être qui souffre quasiment en permanence. Donc moi, en tant que parent, je me suis senti vraiment concerné. Toi, c'est le crack, là, c'est ça? Ouais, pour l'instant, je fume le crack, ouais. J'ai pas de papier, je suis dehors, je vis dehors. Mais justement, si t'es dehors, tu peux être dehors à Montpellier, il fera plus beau à Montpellier. Je suis toxicomane, je peux pas partir comme ça à Montpellier. Ah oui, Aujourd'hui, le combat du quartier est gagné. Mais les pères de famille sont devenus des spécialistes qui interpellent les pouvoirs publics. On est en train d'essayer actuellement de faire une proposition d'un SAMU toxicomanie, une nouvelle proposition. On va la porter à la présidence de la République, au Premier ministre, aux responsables des partis parlementaires, pour porter cette idée. Mais nous, on est 5 habitants, c'est pas nous qui allons changer la France, si vous voulez. Faut pas non plus, faut pas nous demander trop. Moi, je me flatte d'être un amateur. On a bossé, on a mouillé la chemise, une fois par mois, on allait dans la rue, on était des amateurs. Et alors? Les militants de quartier sont devenus un groupe de pression sans appui politique ni soutien financier. Et vous pourrez voir l'intégralité du documentaire dont vous avez aperçu des extraits demain à 20h55. Crack, la colère des pères, signé Christophe Montossieux, à suivre sur France 2, bien sûr à 22h55. L'innovation contre les feux de forêt avec un Canadair géant testé aux États-Unis. Il s'agit en fait d'un Boeing 747 remodelé. Il peut embarquer 15 fois plus d'eau ou de retardant qu'un appareil traditionnel. Mais les pompiers français sont sceptiques. Agnès Monteux. À première vue, rien ne distingue ce 747 d'un autre avion de ligne, sauf qu'il ne transporte que de l'eau, des litres et des litres, 90 tonnes exactement, qu'il peut larguer d'un coup pour éteindre les feux de forêt. Le système que nous avons développé est sans précédent, surtout bien sûr la taille de l'avion. Au plus bas, ce Boeing vole à 120 mètres d'altitude contre 45 pour un Canadair. Son envergure est de 64 mètres, plus de 2 fois plus grande, et il largue 90 000 litres d'eau contre à peine plus de 6 000 pour un bombardier d'eau classique. Près de 100 tests ont été réalisés dans le désert d'Arizona, selon ses concepteurs, tous très concluants. Mais nos petits Canadair ont encore bien du service devant eux. Ces avions à hélice sont beaucoup plus faciles à manœuvrer. En volant plus bas, ils atteignent aussi plus facilement leur cible en cas de vent. Et leur approvisionnement est plus rapide et plus simple, directement sur un plan d'eau quand les 747 doivent être remplis par des pompes sur le tarmac. Bref, ce monstre pourrait surtout être utilisé contre les immenses incendies de plaine qui ravagent tous les ans les États-Unis. La traditionnelle fête des mères, ce sera dimanche prochain, un énorme enjeu commercial, mais fini les robots mixeurs et les gants de vaisselle. Aujourd'hui, c'est la femme qui est mise en avant plutôt que la maman. Estelle Collin, Nathalie Gallet. Tu la vois comment ta maman? Femme ou maman? Je la vois comme les deux. Ma maman c'est un tout, hein. Je sais pas, c'est une maman parfaite. Et une maman parfaite en 1964, c'était elle. Alors que l'autre concurrente se débat au milieu de la mousse. Avant, cela faisait vendre. Aujourd'hui, cela ferait fuir. La réalité des corvées quotidiennes, une image que les femmes n'ont plus du tout envie qu'on leur rappelle. Mais non, si on a l'image d'une femme popote, non là je pense que c'est raté. Et surtout pas le jour de la fête des mères. Adieu grille-pain, yaourtière et autres fers à repasser. Bonjour parfum, lingerie et crème de beauté. Maman oui, mais femme avant tout, une astuce marketing de plus. L'image d'une femme sexy, d'une femme attirante, c'est une femme qui séduit complètement les hommes. Même si c'est pas la femme qu'ils ont à la maison, c'est la femme qu'ils ont envie d'avoir. Depuis peu, voilà comment les stars se montrent. Ventre rond, oui, mais toujours sexy. Il y a même 5 ans, on n'aurait pas imaginé qu'on avait le droit de montrer notre ventre à la terre entière lorsqu'on était enceinte. Et entre la mode des petits pulls courts et le fait qu'elles assument ça, on a aujourd'hui cette liberté de montrer ce corps féminin qui est considéré comme esthétiquement très beau. Les mamans sexy, un thème en or pour les marques.
La fête des mères, numéro 2 des fêtes commerciales, juste derrière Noël. Des dizaines de millions d'euros investis chaque année. Et pourtant, le plus beau des cadeaux reste ce jour-là encore, celui qui ne s'achète pas. Les dames, toujours avec Roland Garros. L'an passé, la finale était 100% belge. Cette année, elle sera 100% russe. Julien Beaumont, Thierry Breton. Anastasia Myskina est brune, Elena Dementieva blonde. Et elles ont au moins 3 points communs. Un large sourire, un passeport russe et une place en finale à Roland Garros. Anastasia Myskina a 22 ans, elle est 5e joueuse mondiale et bien moins connue que Jennifer Capriati. Autre avantage pour l'américaine, sur terre battue, Capriati n'a jamais perdu face à Myskina jusqu'à cet après-midi. Myskina l'emporte en 2-7, 6-2, 6-2. Samedi, elle retrouvera Elena Dementieva, une joueuse qu'elle connaît très bien. Nous sommes de très bonnes amies, on a souvent joué des doubles ensemble, on a grandi ensemble, je la connais depuis 10 ans, voire plus, c'est une amie. Elena Dementieva aussi n'a eu besoin que de 2-7 pour battre Paola Suarez. La tombeuse d'Amélie Mauresmo accède pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Autre première, une affiche 100% russe, ça n'était jamais arrivé à Roland Garros. Et puis à noter la victoire des Français en double, en demi-finale. Michael Liodra et Fabrice Santoro ont battu les jumeaux américains Bob et Mike Bryan en 3-7. En finale, ils rencontreront les Belges Xavier Malisse et Olivier Rochu. Un mot de football pour terminer. On a appris aujourd'hui que Jacques Santini allait quitter l'équipe de France après l'Euro. Aucun accord visiblement n'a pu être trouvé avec la fédération. Son contrat venait à échéance et le sélectionneur deviendra l'entraîneur de l'équipe anglaise de Tottenham. Jacques Santini qui dirigeait les Bleus depuis 2 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Olivier Mazerolles reçoit Dominique Strauss-Kahn. Ce sera ensuite la campagne officielle des élections européennes. Et on se quitte sur un autre exploit sportif, la rameuse Anne Kéméré. Elle va tenter de traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistante. Elle est partie tout à l'heure de Cape Cod aux États-Unis. Elle est attendue en Bretagne dans 3 mois. Ce week-end, ce sera Béatrice Schoenberg à lundi. Bonsoir Monsieur Strauss-Kahn. Bonsoir. Il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement autour du pétrole. Est-ce que les turbulences sur les prix, sur la production peuvent casser la croissance? Oui, elles peuvent en tout cas beaucoup l'entraver.